mind if I ask you a personal question? Hello Dave, Bonjour Marion, t'es prête à répondre à mes questions? je suis prête. Quel est ton plus ancien souvenir? Mon père jouait au théâtre le soir, et tous les soirs, entre mes 3 et mes 5 ans, il venait me faire un bisou dans mon lit quand il rentrait, et j'avais toujours soif, et il m'emmenait au lavabo de la cuisine pour boire de l'eau. Et c'était vers quelle heure à peu près quand il rentrait du théâtre? Peut-être entre minuit et 1 heure. Ah, donc tu dormais pas entre minuit et 1 heure quand t'étais petite fille? Si je dormais, mais en fait, il venait me faire un bisou pour me dire bonne nuit, et du coup, ça me réveillait, et je lui disais j'ai soif. Et il me prenait dans ses bras, et il m'emmenait dans la cuisine, et là, je pouvais boire de l'eau tranquille. C'est comme si je faisais exprès d'avoir soif parce que je savais que ce moment allait arriver. Quel est ton principal trait de caractère? Je suis pas quelqu'un de particulièrement manipulateur, de particulièrement calculateur. Je suis quelqu'un qui est d'assez honnête et de... Bienveillante. Ouais, voilà, je suis bienveillante, je pense. Ça a pu me jouer des tours, mais en même temps, c'est ce que je préfère, je pense, chez moi aussi. Oui, c'est d'avoir un bon a priori. Oui. Et puis après, si t'es déçu, bon ben, C'est ça, tant pis pour eux. exactement. Quelle est la qualité qui est la plus importante chez une personne pour qu'elle devienne ton amie? Je pense que c'est l'ouverture. C'est vraiment très important, mais que ce soit en amour, en amitié ou même au travail, en fait. J'ai besoin de savoir que je suis entourée de gens qui ont pas forcément un énorme ego et qui vont pas vouloir combattre à tout prix pour montrer que c'est eux qui ont raison, mais juste des gens qui vont être d'accord pour discuter et qui vont justement donc être ouverts, avoir une vraie ouverture d'esprit et qui soient eux-mêmes capables de changer d'avis et de faire « Ah oui, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, c'est bien. Des gens dans le dialogue, dans l'écoute. » Exactement, ouais. Et quel est, à l'opposé, le défaut qui fait que la relation est impossible? Je pense que c'est le manque de loyauté. Tu sais, pour avoir un peu plus de bénéfices sur un truc, ces gens qui sont pas du tout, qui n'ont aucune loyauté et qui peuvent partir à tout moment, voir ailleurs ou se servir de toi pour aller un peu au-dessus. Ça, c'est un truc qui est rédhibitoire chez moi et c'est pour ça, tout se rejoint en fait. C'est le fait que je sois un peu gentille, fait que du coup, je me suis pas mal fait avoir comme ça par des gens qui manquent critiquement de loyauté. Je suis persuadée qu'à la fin, de toute façon, c'est pas ces gens-là qui vont gagner. Mais je me sens toujours blessée personnellement de me dire, on m'a encore eu, quoi. Je me suis encore fait avoir. C'était, ah oui, mais il y a quelqu'un de mieux que toi qui pourrait m'apporter plus. Du coup, ben, désolé. Et tu te dis, ah, bon, dommage. C'est sale. Exactement. Maintenant, si tu devais définir ta principale qualité et ton principal défaut. De savoir me remettre en question et tout faire pour être mieux. Et mon principal défaut, je pense que c'est que j'ai pas tellement confiance en moi. Enfin, du coup, ça déteint vachement sur les autres. C'est-à-dire que j'ai besoin de prouver ma légitimité à chaque fois que je fais quelque chose. T'as besoin de la validation des autres. Exactement, j'ai beaucoup besoin de reconnaissance et de validation et qu'on me dise « C'est très bien Marion, bravo, tu as réussi ». C'est dommage parce que pour plein de choses où je pourrais très bien prendre les devants et me dire « Bon bah j'ai le droit de dire ça, j'ai le droit de faire ça », enfin... Je veux dire, quand même, j'apporte quelque chose. Souvent, je suis là. Non, mais je vais pas le faire parce que on sait jamais ce qui peut m'arriver. Peut-être que les gens vont me détester et ils me rappelleront plus jamais. T'as peur de pas encore être à ta place. Ouais, exactement. Est-ce que petite fille, t'as souffert de ça à l'école, quand t'étais à la maternelle ou à la petite école? Est-ce que tu t'es sentie à ta place? J'ai été harcelée scolairement du début de la primaire jusqu'au milieu du collège, où j'ai été que dans des relations amicales pas saines. Ouais, j'ai beaucoup été ça. J'ai beaucoup eu le comportement qui était un comportement très faible et du coup qui donnait l'impression aux gens qu'ils pouvaient très facilement me manipuler et jusqu'à ce que je comprenne que c'était le fait que moi j'agisse comme ça qui laissait transparaître aux gens qui pouvaient me traiter comme ça. Et qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic, quel a été le moment où tu as dit non là, stop, j'arrête? Je sais pas, à un moment, j'ai dû rencontrer juste une personne qui était une personne mieux que les autres et qui a décidé de pas m'appuyer sur la tête pour émerger, tu vois. Donc je me suis dit, ben, peut-être que finalement, c'est pas si mal aussi d'avoir ce comportement-là, d'être quelqu'un de gentil et d'un peu malléable. Je pense que c'est pas que un défaut. Qu'est-ce que tu voudrais être? Je pense que premièrement, j'essaierai d'être un homme, genre pendant un mois et demi, pour vérifier vraiment si... toutes ces inégalités, pour les tester, pour les palper un peu, pour voir aussi ce que les hommes subissent au quotidien qui sont pas bons pour eux. Genre, ne pleure pas, t'es un homme, fais du sport, faut être beau, faut être riche. Et ensuite, quand j'en aurai marre, je deviendrai un chat, je pense. Le chat a compris depuis très longtemps, même si nous, on a la sensation d'être au-dessus parce qu'on gagne notre vie, parce qu'on peut communiquer. Je pense que le chat a réussi à nous domestiquer et ça, je trouve ça rare. Trouver vraiment un être vivant qui a réussi à ce point à être au-dessus des autres. Il y a un chat en particulier que tu aimes, un genre de chat, une race?
Alors, il y a des chats que j'aime beaucoup parce que je les trouve extrêmement mignons. C'est les Scottish Fold, c'est ceux qui ont les oreilles pliées, tu sais. Ouais. Et les Munchkin, c'est ceux qui ont les pattes très courtes. Donc, en fait, plus c'est petit et poilu et recroquevillé sur lui-même, j'adore. Mais sinon, je crois que j'aime tous les chats, en fait. Je pense qu'un jour, j'en aurai beaucoup trop, en fait, et il faudra m'arrêter. Je pense. Comme la vieille des Simpsons. Exactement. Je les lancerai sur les gens, j'en aurai trop. Je serai là, oh, laissez-moi. Ce que tu dis à être un homme, j'ai une copine qui l'a testé et qui est en train de le tester. Elle fait je peux pas dire après, mais elle a un projet où elle est déguisée en homme. Et elle a vécu des moments assez troublants de domination, de rapport aux autres femmes. Et elle a tout testé. Elle a aussi essayé de jouer l'homme hétéro, l'homme homo. Elle a vu toute la violence qu'on pouvait ressentir aussi en tant qu'homme qu'elle n'imaginait pas, qu'elle ne soupçonnait pas. Moi, je la soupçonne, cette violence, je la vois en fait dans mon quotidien et je vois à quel point cette inégalité qui existe entre les hommes et les femmes sert à personne en fait. Elle sert pas aux hommes. C'est pas parce que les hommes sont payés 30% de plus en moyenne que du coup ils ont vachement plus de chance. Je vois aussi à quel point le fait qu'il y ait aucune inégalité entre les hommes et les femmes peut desservir aussi les hommes. Je cherche pas à enfoncer les hommes, je cherche juste à ce que au niveau des relations humaines, à partir du moment, je pense, où on a l'égalité homme-femme, on a tout gagné. Dans une relation amoureuse, quand tu sors avec un garçon qui a été élevé comme un bonhomme, c'est-à-dire qu'il parle pas, il pleure pas, ben, c'est pas possible, en fait, d'avoir une relation humaine stable et saine. C'est impossible. On se dit, tu parles jamais parce que t'es au-dessus de ça, mais du coup, on communique pas. Par l'échange. Ce que tu disais au début, tu cherchais justement l'échange, l'écoute. Je sais que quand je dis que je suis féministe, les gens font « Ah, moi pas du tout », parce que ça fait peur, c'est un gros mot, c'est presque insultant, parce que pour eux, c'est vraiment des personnes seins nus qui crient dans la rue. Comment tu définirais, toi, actuellement, le féminisme ? Pour moi, le féminisme, c'est vraiment la définition du dictionnaire. C'est quelqu'un qui souhaite l'égalité économique, politique et sociale entre les hommes et les femmes. Pour moi, une des bases du féminisme que moi, j'essaye d'avoir, c'est de ne pas aller critiquer les autres filles. C'est qu'on est déjà tellement nombreuses à se tirer dans les pattes. Il y a tellement de programmes à la télévision, d'art, de livres, de choses comme ça qui nous tirent dans les pattes, à nous les filles, que du coup, j'ai pas envie moi en plus d'aller dire ah non mais telle personne, elle dessert mon mouvement, ou j'ai juste envie qu'on soit un jour dans une égalité, que je puisse avoir un rôle neutre si j'ai envie, au cinéma, à la télé, que je puisse avoir un rôle de super-héros, que je sois pas toujours cantonnée au même truc, et que surtout il y ait une représentation féminine plus importante partout. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on te dit t'es une fille, fais de la beauté ou de la mode parce que tu parleras aux autres filles. Parce qu'il faut pas oublier qu'en tant que fille, tu parleras pas aux hommes. Genre, j'ai jamais aucune copine à qui on a dit fais un blog politique, t'as des opinions super, super bien expliquées. J'en connais pas des filles qui ont été élevées comme ça. Donc les filles se lancent dans un truc qu'elles pensent savoir maîtriser, donc la mode et la beauté. Et on a constamment la sensation que quand un programme est présenté par une fille, c'est pour les filles, c'est pas pour les garçons. Moi, j'ai la sensation d'avoir appris à m'identifier constamment aux personnages masculins. Quand je vais au cinéma, quand je regarde la télé, les seuls personnages que j'aime bien, c'est des garçons. Donc je les regarde et je me dis, ouais, c'est un peu comme moi. Quand quelqu'un rentre dans une pièce et dit « Salut les gars », je le prends pas contre moi. Je me dis, oui, je fais partie des gars, c'est comme ça, c'est une manière de parler. À l'inverse, quand tu dis dans une salle où il y a plein de garçons « Coucou les filles », ils sont tous là « Ah mais non, on est des garçons ». Ils ont une incapacité à s'identifier à l'autre sexe, comme si c'était vraiment dégradant d'être une fille. Comme si c'était forcément être faible et être un peu porté sur le physique. Et du coup, c'est très bizarre. Moi, j'aimerais que ça s'arrête, en fait. Et je vais tout faire, je pense, jusqu'à ce que j'arrête de respirer, parce que maintenant, c'est trop tard, j'ai commencé, pour que on puisse, en tant qu'être humain, avoir les mêmes chances, tous. Tu ne trouves pas, justement, c'est intéressant, parce qu'Internet, qui est très, très libre, on fait partie d'Internet, très vite, on a essayé de figer ça, au contraire. Alors qu'il y a une liberté totale, on a essayé de reproduire en stéréotypes encore plus puissants. Ouais. Mais oui, parce qu'en fait, on parle de personnes qui se sont lancées toutes seules. Et donc, pour se lancer tout seul, je pense, sur Internet, il faut avoir vraiment confiance en soi. Donc, forcément, les filles qui pouvaient se dire, par exemple, moi, je pense que j'ai un truc à apporter à l'humour, ou j'ai un truc à apporter en termes d'analyse politique, ou en termes de vulgarisation de l'histoire, de la philo, de tout ce que tu veux, se sont dit, non, je peux pas faire ça parce que je suis peut-être pas assez calée, etc. Et je vois à quel point c'est dommage, mais je vois aussi l'effet inverse, c'est justement le fait qu'il y ait cette liberté sur Internet, des filles qui se lancent et qui se disent je m'en fous, je vais le faire, et ça fonctionne. Et je vois moi la relève de YouTube et je suis trop contente, parce que je me dis il y a vraiment des filles qui vont prouver à tout le monde qu'on peut être une fille et pas faire de la beauté et pas faire de la mode, ou le faire sans être dans le cliché, parce que c'est ça aussi. Ensuite on a l'effet inverse, les filles qui disent non, moi je veux pas faire de la beauté ou de la mode, même si je gère, parce que j'ai pas envie qu'on me catalogue là-dedans. Et en fait c'est mauvais aussi. Quelle est ta définition du bonheur ?
Je pense que c'est jamais avoir à se soucier du lendemain. Jamais avoir peur pour plus tard, tu sais. Jamais se dire comment je vais faire. Genre avoir tellement confiance qu'on se dit je vais gérer tout. Tu as peur de l'avenir? Un peu. J'ai peur parce que je me dis il pourrait m'arriver n'importe quoi. Je serais pas préparée. Je suis quelqu'un de très dans le contrôle et j'ai besoin de savoir que je vais pouvoir contrôler les situations et je me dis dans l'avenir je sais pas comment ça va se passer. Quelles sont tes craintes? Tu arriveras à les définir? Je pense que c'est de devoir arrêter mon métier. C'est d'arriver à un stade où plus personne m'appelle, où plus personne n'a envie de travailler avec moi, et où je me dis, bon, faudrait quand même que je me mette à gagner ma vie quand même. Ça, c'est l'angoisse principale de quasiment tous les comédiens, comédiennes. Ouais. C'est hyper paradoxal parce que c'est ça qui fait que j'aime ce métier, c'est que c'est hyper incertain, et que faut que tous les jours j'ai des nouvelles idées, j'ai des nouveaux... Je me renouvelle, et en même temps, c'est ça qui fait le plus peur, c'est de se dire qu'est-ce qui va m'arriver après. Et c'est pour ça que cette espèce de sensation de stabilité, de constance, pour moi, c'est le bonheur. C'est pouvoir se dire c'est acquis. Rien n'est jamais acquis dans la vie. Ouais. Je me rappelle une remarque un jour, une amie de ma mère, elle lui avait dit « Oh mais, quand la santé est acquise, la santé est jamais acquise. Le succès est jamais acquis. Et je crois qu'en fait, le bonheur, moi je dirais qu'on l'atteint lorsque on a compris que rien n'est acquis. Et que tout perdre, c'est pas si grave. Oui, mais c'est ça que j'essaye de dire quand je dis la base, c'est-à-dire cette confiance qu'on peut avoir en soi et de se dire, moi je sais que quel que soit ce qui va m'arriver, je ferai face, même si c'est douloureux. Parce que mais puis, tout sort de toi. Donc il faut avoir assez confiance vraiment en soi-même en se disant, je réinventerai des choses, ça sera plus sous cette forme-là que je connais et qui me plaît, dans lequel je m'épanouis. Mais c'est dur, hein, il faut du temps. Oui, il faut du temps pour se dire je suis un être humain assez solide pour vivre tout ça. Quel serait pour toi ton plus grand malheur? Perdre toute la confiance que j'ai réussi à accumuler, perdre tout ce que j'ai mis en moi de travail, de talent et de créativité, perdre tout ça. Me réveiller un matin et être plus drôle du tout. Perdre la créativité, parfois ça arrive. Hein. Tu sais, il y a beaucoup d'œuvres qui en parlent. Il y a un très beau film de Fellini qui s'appelle 8 et demi, qu'il avait fait au bout de son 8e film et demi. Il y avait 8 films, puis il avait fait 2 courts-métrages qui s'intégraient dans des films à sketch. Et c'est avec Mastroianni, qui joue le rôle d'un metteur en scène, le double de Fellini. Et on lui dit, vous allez faire quoi? Vous avez fait tel grand film. Alors, c'était justement après la Palme d'Or pour la Dolce Vita. Et il savait pas. Donc c'est un peu une mise en abîme de lui qui tout d'un coup ne sait plus quoi créer. Il est en panne. Et c'est comment revenir sur son enfance, comment revenir sur plein de sujets qui peut-être vont le réinspirer. Mais il faut aussi apprendre à accepter ces moments de... Ben voilà, je sais que pendant peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, je n'aurai pas de créativité. Mais c'est nécessaire parce que ben là, il en sortira une nouvelle créativité. Ouais. C'est les phases, hein. Il faut se préparer à ces phases. Sûr. Mais je suis désolée, je veux pas être négatif ou t'angoisser. Non, mais moi, je me prépare surtout à la phase où je serai, entre guillemets, trop vieille. C'est-à-dire la phase où je vais avoir trop des bonnes idées. Je vais arriver en disant, OK, on va faire ça. Et que les gens me fassent, oh, mais c'est hyper 2015. Je suis désolée, mais en fait, maintenant, il y a la relève, il y a des petits jeunes, ils sont encore plus créatifs que toi. Et ça c'est pas que ça me fait peur, mais c'est que je me dis, ça va arriver. Et ça, je suis prête. Je suis prête parce que moi, j'ai pas envie d'être un vieux con. J'ai pas envie de faire, moi, à mon époque, c'était franchement mieux. Moi, j'ai envie de les voir arriver et de leur dire, bon, apprenez-moi ce que vous savez de votre âge, du fait que vous êtes des digital natifs, de tout ça. Et moi, je m'y attends. Et en même temps, je me dis, c'est de bonne guerre. C'est comme moi, j'ai pu prendre la place de personnes en arrivant dans ce milieu. Je me dis, mais par contre, je suis prête à apprendre d'eux et à me remettre en question là-dessus et pas à dire, moi, à mon époque, on était franchement au-dessus de ça, quoi. On était mieux. Ce qui t'empêche d'avoir ça, je pense, c'est la curiosité. Oui, c'est si ça. Tu restes curieuse, tu n'auras pas ce problème de génération, en fait. Oui, c'est ça. Tes amis pourront avoir 20 ans comme 80 ans. As-tu des rituels? J'ai fait face à des problèmes d'insomnie récemment. Donc, j'ai mis tout un rituel autour de mon endormissement. Donc, chez moi, dans ma chambre, j'ai une lumière rouge. Parce que la lumière rouge, ça développe la mélatonine dans le cerveau qui t'aide à t'endormir. Et puis, je regarde toujours quelque chose. Alors, peu importe ce que c'est, je mets le son très très bas, juste pour l'entendre. Et je m'endors devant la télé ou ce genre de truc. Et je peux pas faire autrement. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? La chose que tu aimes vraiment le plus faire? J'aime bien jouer. J'aime vraiment jouer. J'aime écrire, mais j'aime jouer plus que tout sur Terre, je pense. Ouais, jouer la comédie. C'est un moteur énorme.
Et à l'opposé, qu'est-ce que tu détestes faire? La vaisselle. Je pense que c'est vraiment le truc que je déteste le plus faire. Avec ranger mon linge une fois qu'il est sec. Tu sais, genre dès que mon linge est sec, je le mets sur mon lit. Et tous les soirs, je me dis, pour aller me coucher, je suis obligée de plier mon linge. Et en fait, non, je le prends, je le pose sur ma chaise à côté de mon lit, je le plie pas et je fais demain je ferai la même chose. Donc je reprends mes affaires le lendemain, je les mets sur mon lit en me disant ce soir pour aller me coucher, je serai obligée de plier mon linge et je ne le fais pas. Je suis très très forte pour la procrastination et du coup, c'est des deux tâches, la vaisselle et plier mon linge avant de le ranger, que j'aime pas faire du tout. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'en plus ça prend 5 minutes et à chaque fois que je le fais, je me dis tu vois, ça prenait 5 minutes, il fallait juste le faire. Possèdes-tu un objet secret? Depuis pas longtemps, j'ai une toute petite peluche. Ça s'appelle un Tsum Tsum. Et c'est une minuscule peluche qui ressemble vraiment à mon chat, une boulette qui est donc noir et blanc. Quand je suis pas chez moi, parce qu'il arrive que je sois pas chez moi, comme je suis un peu quelqu'un d'angoissé de nature, je l'emporte et ça représente, on va dire, un doudou, c'est-à-dire ma maison. Mais il est pas particulièrement secret, c'est-à-dire que j'ai pas honte d'en avoir un. Je suis obligée de retourner un peu en enfance. C'est une manière de transporter, comme tu l'as dit, ta maison, ton chat. Exactement. Surtout mon chat, j'ai l'impression que mon chat représente ma maison. Enfin, c'est assez indissociable, ma maison et mon chat. Un chat, ça s'accorde avec les murs, hein. Ça s'attache au mur, plus qu'à son maître. On a tous un port d'attache, un truc, si ça va bien, ça veut dire que tout va bien. Un truc, si c'est dans notre vie, ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose à faire. Ça a beaucoup été ma mère, parce que quand j'étais petite et qu'elle nous envoyait en vacances avec ma grande sœur, j'avais le cafard, mais je chialais des heures et des heures parce qu'elle me manquait. Et en fait, j'ai vite fait un transfert en me disant... En fait, oui, j'aime ma mère, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Mais c'est pas elle qui va faire que si ça va bien, tout va bien. C'est moi qui vais le fabriquer, qui vais prendre cette espèce de... ce besoin d'un port d'attache et qui va le mettre quelque part. Et je pense que mon chat joue ce rôle-là sans le savoir. Dans quel pays t'aimerais vivre? Je suis très heureuse en France. Je suis très heureuse à Paris. Moi, je suis une vraie Parisienne de souche. Je suis née dans le 12e. Et j'aime toutes les villes, j'aime découvrir des villes, j'adore l'Angleterre, j'adore les petits coins paumés d'Angleterre. J'aime bien les États-Unis, j'ai ma grande sœur qui y habite. J'aime bien le Canada, j'ai mon père qui y habite. Mais à chaque fois que je suis pas à Paris pendant plusieurs semaines, je suis heureuse d'y retourner. Est-ce qu'il y a une époque où tu aurais aimé vivre? Moi qui suis très attachée à la condition des femmes, je me dis que clairement revenir en arrière, ce serait une mauvaise idée. Déjà qu'on réussit à revenir en arrière sans bouger, notamment avec ces histoires de renommer le ministère des femmes... et de la famille et de l'enfance. Ouais. Ce genre de choses, on réussit à reculer en étant même à la même époque. Je serais ravie d'être dans le futur, là, pour voir. Et faire, ah, vous voyez, ça marche très bien, l'égalité, bon. Alors... Le personnage de fiction qui t'a marqué, qui t'a plu, qui t'a touché? Bah, je vais te dire, c'est dans la musique. Moi, je crois que c'est Ziggy Stardust. Ce personnage qui était très humanisé, parce que c'était quand même David Bowie, où je me disais, mais c'est lui ou c'est pas lui. Et puis je l'ai découvert tard, ça faisait très longtemps que ça existait, et je me suis dit, c'est fou de s'affranchir comme ça des étiquettes, et de dire, non mais je veux rien qu'on me colle à la peau. En fait, je suis qui je veux. Est-ce qu'il y a un personnage de la vie réelle qui t'a aussi touché, qui peut même soit être un modèle, soit un exemple, enfin, quelqu'un qui te plaît de la vie réelle? C'est principalement des femmes qui ont réussi, elles aussi, à s'affranchir de tout ce que les autres ont encore trop collé à elles. Des femmes comme Jodie Foster, qui ont réussi... c'est une des rares actrices qui a réussi à avoir des rôles neutres dans sa vie. Dans Panic Room, par exemple, où elle tient tout le long le film avec Forest Whitaker, et où en fait elle est le personnage principal, et à aucun moment elle est féminisée, ou elle est sexuée, tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de carrière que j'aimerais bien avoir. Ça a été très dur dans le cinéma, notamment à Hollywood, on l'a vu. Mais depuis quelques années, dans la série, les gens sont beaucoup plus libres entre le personnage qu'ils incarnent et ce qu'ils sont dans la réalité. Oui, c'est récent, et il réside quand même une certaine petite touche de phobie de tout ça, que ce soit de l'homophobie ou ce genre de... Ces personnes, par exemple, à qui tu vas parler de la série Orange is the New Black, qui se passe dans l'univers carcéral féminin, où les gens se disent « Ah, mais donc c'est une série de gonzesses ?» Et t'es là « Non. Enfin, c'est quoi une série de gonzesses ?» Moi, j'aimerais pouvoir changer les codes. C'est-à-dire que quand je parle avec des auteurs et que je leur dis pourquoi ce personnage-là, c'est un homme de 30 ans, blanc et hétéro. Et ils me disent, parce que c'est comme ça, c'est les codes. C'est James Bond. Voilà, c'est un homme et il est blanc et il est hétéro. Et c'est comme ça. Et moi, je leur dis, mais le problème, c'est que si on continue à refaire ces codes-là, on n'évoluera jamais.
Arrêtons avec les codes, parce qu'effectivement, à force de vouloir parodier tous les codes de l'infirmière qui est une femme et le médecin qui est un homme, les codes de l'homme qui est le pilote de l'avion et la femme qui est hôtesse de l'air, je comprends qu'on veut faire de l'image, on veut réveiller chez les gens une sorte de cliché. Le problème, c'est que ça ne sert personne, en fait. Ça sert vraiment personne, et on s'en rend bien compte de plus en plus que ça n'intéresse plus les gens de voir ça. Les gens, ils ont envie de voir du nouveau, ils ont envie de voir des personnes de couleur à l'écran qui incarnent des rôles principaux, qui incarnent pas des rôles de clichés. Ils ont envie de voir des femmes dans des rôles neutres, enfin, on pourrait. Et c'est pour ça que je suis ravie que Ghostbusters soit adapté avec des filles. Alors, c'est dommage parce qu'apparemment, il y a encore un peu trop les codes de la comédie, c'est-à-dire que c'est un peu trop girly, appuyé sur c'est pour les filles, mais en même temps, ça leur fera les pieds un peu à ces personnes qui sont hyper, tu sais, les puristes de tout, de ceux qui sont pour que la pop culture reste élitiste et ceux qui sont pour qu'on reste dans les bases. James Bond, c'est un garçon, les Ghostbusters, c'est des garçons. Et moi, j'aime bien cette idée-là que ça va leur faire un peu les pieds, de voir que c'est possible, qu'une fille, c'est très drôle. En fait, ça changerait. On est juste des êtres humains, à part que biologiquement, il y a 2-3 différences. Jusqu'à preuve du contraire, on inspire tous de l'air, on l'expire, on digère, enfin, on a le même fonctionnement, en fait. Quel a été ton plus grand moment de solitude ? Parce que c'était avant que mes parents se séparent, donc je devais avoir 6 ans. Et ma sœur, on était en vacances chez ma grand-mère, et ma sœur m'avait mis des faux ongles avec une colle qui collait, mais comme du béton. Et j'avais appelé ma mère pour son anniversaire, sauf que j'avais pas composé le bon numéro. Et j'étais restée au téléphone 15 minutes avec une dame qui avait aussi une fille qui s'appelait Marion. Et en fait, on a mis du temps avant de se rendre compte qu'on n'était pas du tout de la même famille. Et en fait, à un moment, je lui souhaite son anniversaire, et elle me dit « Mais c'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de ton père. » Et je fais « Ah bon ?» Et en fait, c'est au moment où elle m'a demandé comment allait mon cousin Lucas que j'ai fait « J'ai pas de cousin qui s'appelle Lucas. » Et au bout de 15 minutes de conversation avec une personne qui avait aussi une fille qui s'appelait Marion, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma maman. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps d'humiliation. J'étais là, c'était pas ma mère. Quelle horreur. Je crois que c'est une des plus grandes hontes. Et pourtant, j'étais seule face à moi-même. Mais c'est là où je vois que c'est vraiment une vraie honte. C'est que j'ai réussi à avoir honte de moi-même toute seule. Bah parce que tu donnais de l'intime. Ouais, c'est ça. À quelqu'un qui n'était pas du tout intime. Mais oui, je me sentais violent. si proche de cette femme qui était pas du tout ma mère. Quel a été ton plus grand moment de solitude ? Et grand moment dans le bon sens, où tu es seul et où tu as un vrai plaisir à être seul. Je crois que c'est tous ces moments dans ma vie où j'ai été sur une plage et où j'avais les yeux fermés et où j'entendais juste tout ce qui se passait autour, mais personne ne s'adressait à moi directement. Tu sais, ce moment où t'as chaud, t'entends la mer et t'entends des bruits lointains. Et t'as l'impression qu'il n'y a pas de temps qui passe, et que peu importe même, tu sais même plus quel jour de la semaine on a, tu t'en fous. Ça, c'est des moments de solitude que j'aime particulièrement. Je sais, je les connais. C'est la Corse. Ouais, c'est la Corse. Ouais. Il y a un endroit en Corse que tu aimes particulièrement ? Toutes les plages que j'ai faites, toutes les promenades en montagne que j'ai faites, même les plus pentues. Il y en a une de plage en Corse que tu aimes, peut-être un peu plus spécifiquement, ou on te dit plage Corse, boum, il y en a une qui vient comme ça à ton esprit. Non, parce que j'ai oublié son nom, mais c'est une plage qui est pas loin de Ghisonaccia, Ouais. donc sur la côte est de la Corse. En situation de danger, comment réagis-tu ? Je réagis pas. Je suis quelqu'un d'assez peu courageux quand il s'agit d'être courageux, justement. Je pense que ça vient du fait que j'ai été élevée à Paris et que à chaque fois que ma mère m'a mis face à un danger potentiel, elle me disait toujours de pas réagir. C'est-à-dire, si quelqu'un te parle dans le métro, ne lui réponds pas, parce que s'il est armé, ça peut être dangereux pour toi. Et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi à pas répondre aux gens. J'ai grandi à pas faire face aux problèmes. Mais j'ai même grandi à pas aller au conflit avec des êtres humains de toute façon. Donc je suis très désolée quand il y a un danger. Je suis là. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez ne pas faire ça, s'il vous plaît ? Ou... J'arrive pas à me lever et à me défendre. Ou à défendre quelqu'un. Comment aimerais-tu mourir ? Dans mon sommeil. J'ai pas envie d'avoir une longue maladie chiante pendant longtemps. D'avoir un accident de requin, par exemple. Je me vois bien mourir très simplement. Même de manière un peu chiante. C'est que les gens soient déçus. Fassent, ah, c'est comme ça qu'elle est morte. Ah, je m'attendais à mieux, quand même. Comme ça, ils seront pas tristes, au moins. Voilà, c'est ça. Non, mais sans m'en rendre trop compte, je pense. Ça me fait pas particulièrement peur, la mort, mais ça me plairait pas de la voir arriver, quand même. Et surtout si c'est un accident de requin. Si un accident de requin, pourquoi pas, mais genre à 150 ans. Sur ta petite plage en Corse, tu vas faire Voilà. tes petites brasses et tout d'un coup, Voilà. t'es happé et c'est terminé. Ouais,
Ouais. Et puis pour les bonnes raisons, ça se trouve, le requin, tu vois, m'aurait attrapé pour nourrir ses enfants, auquel cas je dirais, ah, c'est de bonne guerre, tu vois. Mais tard dans ma vie, quoi. Je veux pas que ce soit un accident et où je meurs jeune. Ta devise, ton épitaphe. C'est une phrase de Samuel Beckett que je vais te la faire en raccourci. C'est « Try again, fail better ». C'est ce que j'ai écrit à l'intérieur des doigts en tatouage. C'est donc « Essaye encore et rate mieux ». La phrase entière est beaucoup plus longue. Elle raconte, elle dit j'ai toujours essayé, j'ai toujours raté, mais c'est pas grave, je réessaye, je rate encore, mais je rate mieux. Parfois, des choses qu'on a ratées, on se dit oh non, j'ai raté. Et en fait, si on regarde bien, c'est pas des échecs. On a raté, mais vachement mieux que la fois d'avant. Et je trouve ça bien de pouvoir apprendre de ses erreurs. J'ai laissé toute seule. Tu as 1 minute en fait pour enregistrer ton dernier message translunaire. Bonjour, la civilisation translunaire dans des millions d'années. J'espère que vous avez compris les erreurs qu'ont fait les humains sur Terre. Et j'espère que vous n'êtes pas en train de refaire les mêmes. J'espère que vous avez compris que on peut pas juger quelqu'un à sa couleur de peau ou à son sexe. Et j'espère que les sexes n'existent même plus. J'espère que vous vivez tous ensemble dans une égalité, mais totale. Parce que on a quand même fait beaucoup de conneries. Après, pour notre défense, à chaque fois qu'on faisait des conneries, nous les êtres humains, on le faisait parce qu'on pensait que c'était ce qu'il y avait de mieux pour notre civilisation. Et souvent, non. J'espère que vous vous amusez principalement. Et j'espère que vous avez trouvé un moyen d'être heureux aux dépens de personne. C'est tout ce que je vous souhaite. Sinon, on est désolé, on vous a probablement laissé une planète vraiment pourrie. L'important, c'est que vous appreniez de nos erreurs et que vous refassiez pas les mêmes. Au revoir.